Merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. 41 ans après sa création, le collège d'enseignement général de Ngania dans le district de Lombo ne fonctionne qu'avec 3 enseignants. Les quelques prestataires y affectés par le ministère sont confrontés aux difficultés de paiement de leur émolument. Et puis le Sénat vient d'adopter le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo pour la 16e fois consécutive. Enfin, une nouvelle radio d'information dans le paysage médiatique congolais. Il s'agit de la radio trans-équatoriale 91. Rendons-nous dans le département de Plateau où le centre d'enseignement général de Ngania, construit par l'ancien ministre des Finances et sénateur, fonctionne aujourd'hui avec 3 enseignants. Les prestataires qui y évoluent éprouvent d'énormes difficultés, notamment financières. C'est à ce titre que le directeur de cet établissement scolaire public menace de mettre dehors tous les élèves qui ne se sont pas quittés de leurs droits scolaires. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba et Michael Massoma. Il est 7 heures passées, les 149 élèves, dont 48 filles, sont autour du mât pour la cérémonie de levée de couleurs. Patrice Osevi, directeur du CG Edouard Ngakoso de Ngania, attire l'attention des élèves à se mettre au travail, car, dit-il, le 2e trimestre est court. Les compositions sont prévues pour le 9 et 13 mars prochain. S'adressant aux enseignants, il leur a demandé d'évaluer les élèves sur 3 devoirs par matière. Construit en 1980 par Edouard Ngakoso, l'unique bâtiment pédagogique. Existant depuis 41 ans, le CG fonctionne cette année avec 3 enseignants affectés par l'État. Patrice Osevi assure à la fois les fonctions de directeur et de professeur de français. Nous avons ici 3 enseignants affectés par l'État. L'effectif ne répond pas et les parents ont recruté 3 prestataires également. Donc nous avons un personnel de 6 enseignants. Logiquement, on devait avoir 9 enseignants. Pour cette année 2021, le CG de Ngania présentera 59 candidats au BPC. Tous ont déjà déposé leur dossier. Dans cette campagne, on a réussi à rassembler les dossiers de tous les élèves. Le 14, nous étions à Gomboma pour les déposer et on a déposé le 15. Conscient du fait que bon nombre d'élèves n'ont pas encore payé leurs émoluments pour subvenir aux besoins des encadreurs prestataires, Patrice Osevi a souligné que cette année, il n'y aura pas de pitié. Plusieurs élèves seront mis dehors et ne vont pas composer tout en perdant ipso facto l'année scolaire en cours. L'État déjà avait prescrit 6 000 francs pour la prise en charge de ces enseignants. Ça ne répond pas et avec les parents, on s'est entendu, les parents devaient compléter ce qui manque pour satisfaire tous ces prestataires-là. Les difficultés ne manquent pas, tous les foyers n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des enfants qui n'ont pas composé parce qu'ils n'ont rien eu. Et ça fait mal. Beaucoup d'enfants qu'on compose comme ça, on les met dehors parce qu'ils n'ont pas contribué à la satisfaction des prestataires. C'est là le mal. Une particularité au CG de Ngania pour permettre aux élèves de mieux maîtriser la conjugaison, un tableau du verbe être conjugué à tous les temps du mode indicatif est placé dans les salles. Devant toutes ces difficultés énumérées, des doléances ont été émises aussi bien aux parents qu'à la hiérarchie. Aux parents, d'abord, je dirais de faire un effort comme les autres. Les autres aussi font les mêmes travaux des champs comme eux. Ils s'efforcent petit à petit à avoir de quoi supporter ses enfants. Et eux, s'ils décident de le faire, ils le feront aussi. Aux autorités, au gouvernement, vraiment le problème de déficit d'enseignants est un grand problème et qui ralentit le niveau des enfants. Le niveau des enfants lorsque les enseignants ne sont pas au grand nombre, au grand complet, et ce qu'on fait là
Vraiment, on ne peut pas mettre un enfant dans les positions qu'il faut. Patrice Ossebi assure la fonction de directeur depuis 4 ans. Depuis quelques années, le CG n'a jamais été doté d'un drapeau national. Restons toujours dans ce département des Plateaux qui a accueilli le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui va d'ailleurs procéder ce samedi au lancement de la ligne électrique entre Djambala et Lekana. Et Priska Maungu et Anissé Mongala reviennent dans ce reportage sous l'arrivée du président de la République à Djambala. 12 heures, l'avion présidentiel vient d'atterrir à Djambala. Denis Sassou Nguesso y descend. Hymne national. Accueil. Denis Sassou Nguesso est en séjour de travail qui va l'emmener à Lekana ce samedi. Mais en attendant, Djambala et le département des Plateaux ont mobilisé le monde ici pour cet accueil. L'OFC, l'Organisation des femmes du Congo, a même prêté les services du célèbre Alino pour l'ambiance. Inès Nefer Ingani, la secrétaire exécutive elle-même, est à la manœuvre. Tout le monde s'est mobilisé ici, chacun montrant ce qu'il a dans le ventre. Puis, la procession. La procession qui est partie de l'aéroport de Djambala jusqu'à la résidence présidentielle. Tout le long, le peuple de Djambala est sorti pour accueillir le président de la République. Après une trentaine de minutes de marche, la foule et le président de la République arrivent à la résidence officielle. Denis Sassou Nguesso peut parader avant d'entrer dans sa résidence. Et au programme, déjà ce vendredi, rencontre avec les forces vives du département et les sages. Puis, ce samedi, lancement de la ligne électrique Djambala-Lekana. Et comme vous venez de voir dans ce reportage de Giscard Maungu et Anissé Mongala, les rassemblements politiques nécessaires au déroulement de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 mars prochain est autorisé. C'est ce qui ressort de la réunion de la coordination nationale de la gestion de la pandémie du coronavirus. Le point dans ce reportage de Bernila Sitou et Arnaud Itoba. La maladie à coronavirus circule un peu moins dans le pays. On a enregistré moins de morts en janvier 2021 par rapport à décembre 2020. À Brazzaville et Pointe-Noire, épicentre de la maladie, on a dénombré respectivement 5 et 3 décès au mois de janvier. Face à ces chiffres meilleurs, la coordination nationale invite les populations à ne pas relâcher les efforts et recommande plus que jamais le respect des mesures de prévention, notamment le port obligatoire et conforme du masque, afin de maintenir la dynamique de la décrue constatée. Il faut absolument maintenir le cap et ne surtout pas baisser la garde. Au cours de cette 16e réunion, tenue par visioconférence sous l'autorité du président de la République, la question du paiement de l'allocation Covid aux populations vulnérables a été aussi abordée. En vue d'en assurer le paiement, il a été mobilisé à ce jour les financements suivants. 4,7 milliards de francs CFA disponibles sur le compte Lissungi. 3,5 milliards de francs CFA au titre d'un décaissement récent des partenaires. Le virus est bel et bien là. C'est pourquoi toutes les anciennes recommandations ont été reconduites. Tout d'abord, accélérer les processus d'acquisition des vaccins et de vaccination des différentes catégories de la population. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h du matin pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés. Limiter à 5 jours, soit les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, l'ouverture des marchés domaniaux à Brazzaville et à Pointe-Noire.
Maintenir la fermeture des boîtes de nuit et autres lieux de danse. Faire exercer les contrôles sanitaires et ceux de la force publique à l'entrée et à la sortie de toutes les villes du pays. À l'approche de la présidentielle de mars prochain, une question fait débat. Devra-t-on organiser ou pas les rassemblements politiques avec un peu plus de monde? La Coordination nationale de gestion de la pandémie Covid-19 répond oui, mais dans le strict respect des mesures barrières. La prise en compte des impératifs sanitaires et démocratiques amène la Coordination nationale à proposer aux autorités compétentes d'autoriser les rassemblements de population nécessaires au déroulement harmonieux de la campagne présidentielle à venir. Elle suggère que cette autorisation soit accordée sur les bases suivantes. 1. Le port obligatoire et conforme du masque de protection par chaque personne participant à un rassemblement à caractère politique. 2. La mise à la disposition de tous les participants des solutions hydroalcooliques désinfectantes par les organisateurs des rassemblements. 3. L'organisation des rassemblements sur des espaces ouverts. Enfin 4. Le respect autant que possible de la distanciation physique entre les participants à un rassemblement. Les candidats aux fonctions de président de la République, leur direction de campagne ainsi que les potentiels électeurs sont donc fixés. Juste après la réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus, le Conseil des ministres s'est réuni sous l'autorité du chef de l'État et a approuvé l'unique point inscrit à son ordre du jour, à savoir le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour la 16e fois consécutive en République du Congo. Et comme vous venez de le voir, avec toutes ces mesures, les sénateurs viennent de se retrouver pour adopter le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Celle-ci entre en vigueur le 15 février. David Martial Monsa, Patrick Guy. Cette nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo se justifie à en croire le comité d'experts qui a fait un examen minutieux de la situation sur la nécessité de concilier la gestion prudente et cohérente de la pandémie et le déroulement des opérations préélectorales et électorales. Et d'après les indications du ministère de la Santé, la clinique Léono comptait au 5 février 2021 18 malades contre plus de 30 à la mi-janvier et le centre Mouissou-Madeleine de Pointe-Noire en compte 7 contre plus de 40 à la mi-janvier. Malgré cette tendance baissière, la prudence reste de mise et la lutte demeure permanente. Et le Sénat, qui s'inscrit dans le droit fil de lutte contre cette maladie, ne faiblit pas et demeure aux avant-postes en donnant son quitus pour une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Aimé Wilfried Bininga a insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre cette maladie en cette période électorale, malgré la décrue de celle-ci. Et la préparation psychologique effectivement sera faite. Nous pensons que pour le cas du coronavirus, avant que l'on ne procède aux vaccinations, la population sera sensibilisée sur l'intérêt de la vaccination, sur les procédures mises en place, sur le nombre de fois qu'il faudrait se présenter au centre de vaccination pour les différentes doses. Tout ceci sera donc mis à contribution. A noter qu'à ce jour, le Congo compte près de 93 000 personnes testées pour un total de cas positifs depuis mars 2020, fixé à 8 354 pour 1 213 actifs, 7 019 guéris et 122 décès. Restant toujours au Sénat, où ces sénateurs que vous venez de voir viennent d'adopter à l'unanimité le projet de loi portant institution du corps des jeunes volontaires du Congo, dont l'objet est de promouvoir la culture du volontariat et des valeurs civiques auprès des jeunes Congolais. Bernida Sitou. Le projet de loi portant institution du corps des jeunes volontaires du Congo, qui vient d'être adopté par les sénateurs, est l'unique référentiel de la République en matière de volontariat. Ce projet, porté par la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, destinée à Hermela Dukaga, devrait permettre de garantir désormais l'encadrement des jeunes et préparer leur transition vers la vie active pour la réalisation des missions d'intérêt général. Être jeune volontaire, c'est s'engager dans des initiatives en faveur du développement, de la paix et de la culture des valeurs civiques. Et bien avant l'adoption de cette loi, destinée Hermela Dukaga avait pris diverses initiatives, conformément à la Charte africaine de la jeunesse qui fait obligation aux États de mettre en place des politiques et programmes de volontariat destinés aux jeunes.
N'était-ce pas là une façon de mettre la charrue avant les bœufs? S'est interrogé le sénateur Epouma. Réponse. On a dû mettre la charrue avant les bœufs, simplement pour des besoins de continuité. Partant de l'expérience de 2015, et d'un autre côté, il fallait convaincre les partenaires techniques et financiers de notre véritable engagement, je vais dire l'engagement de l'État à soutenir le volontariat. Après débat, la plénière dirigée par Michel Maïnga, premier vice-président du Sénat, pouvait se prononcer. Et c'est dans le noir que l'on pouvait voir les mains levées des sénateurs qui ont adopté à l'unanimité ce projet de loi. La loi est adoptée et les textes d'application déjà en instance ne tarderont pas à être adoptés en Conseil des ministres, a rassuré la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Bien. Bien. Et puis améliorer la fiscalité locale au travers de la simplification des diverses procédures. C'est le but de l'atelier de validation des tests relatifs à la simplification des procédures en matière des finances locales, qui s'est ouvert d'ailleurs vendredi à Brazzaville. Au regard de l'importance de cet atelier aux enjeux qui y sont attachés, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a appelé les participants au sens de responsabilité. Evra Antikasumba et Evrad Mongono. Mise à disposition effective et traçabilité des crédits transférés aux collectivités locales, notamment les dotations de fonctionnement au service de l'éducation et de la santé de base, c'est entre autres questions sur la table de cet atelier de validation des textes relatifs à la simplification des procédures en matière de finances locales. Des engagements majeurs dans le domaine de la décentralisation qu'avait pris le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le 23 décembre 2020 devant le Parlement réuni en congrès. Au titre de l'exercice 2021, il est prévu au budget de l'État des crédits pour un transfert effectif des ressources aux collectivités locales en compensation des nouvelles compétences mises à leur charge dans les domaines de la santé de base et de l'enseignement. Ouvrant les travaux, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a exhorté les participants à se tenir prêts à relever le défi de la modernisation de l'État dont l'un des piliers reste la décentralisation. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui, mesdames et messieurs, s'inscrit non seulement dans le cas des urgences gouvernementales issues du message du président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation, mais aussi dans les orientations du Premier ministre, chef du gouvernement, à tous les ministres concernés par le transfert de compétences aux collectivités locales, dans sa circulaire numéro 519 PM/CAP du 14 septembre 2020. Au titre de ces orientations, figure, outre l'opérationnalisation de la fonction publique territoriale dans les domaines de l'enseignement et de la santé de base, la simplification des procédures en matière de finances locales à l'effet de garantir le versement effectif et transparent des crédits transférés. Il sied de rappeler que les nouvelles lois sur la décentralisation confèrent des pouvoirs étendus aux collectivités locales qui prennent désormais en main la gestion des structures décentralisées de la santé de base, de l'enseignement ainsi que les routes tant départementales que d'intérêt local. Vous le savez, l'Organisation des femmes du Congo vient de lancer la campagne d'adhésion à cette organisation affiliée au Parti congolais du travail dans le département de la Cuvette et notamment à Bundi en présence du député de cette circonscription, Avanké Lekonzu. Bob Lekoli. L'Organisation des femmes du Congo reprend du poil de la bête. Ces militantes sont plus que jamais déterminées à faire une démonstration des forces à la présidentielle de mars prochain. Cette organisation des femmes affiliée au Parti congolais du travail a lancé récemment une vaste campagne d'adhésion sur toute l'étendue du territoire national. Et pour les départements de la Cuvette, c'est le district de Bunji, fief de l'honorable Avanké Lekonzu, qui a donné le là de cette opération en présence de Ingrid Ghislaine et Bouka Babakas, marraine de cette opération de l'OFC dans le département de la Cuvette.
Dans son mot de circonstance, avant que les Kunzu, qui a souhaité la bienvenue à ses camarades sur les terres de ses ancêtres, est également revenu sur la symbolique du lancement de cette campagne pour les départements de la cuvette à Bunji. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la terre de nos ancêtres, la terre de Céline et Combo, de Jeanne Dambédé, qui ont porté très haut les couleurs de notre parti. Bienvenue camarades dans le district de Bunji, qui a donné de tout temps des victoires à notre grand et glorieux parti, le Parti congolais du travail. Présence parmi nous camarades témoigne à suffisance que vous croyez en la femme de Bunji, à leur fidélité au parti. Et je peux vous rassurer qu'elles sont rangées en ordre de bataille, obéissant ainsi aux ordres du président du comité central. J'ai cité le camarade Denis Sassou Nguesso. Bunji ne ment jamais, dit-on. Bunji ne triche pas. Les fiches d'adhésion prévues pour la localité se sont distribuées comme des bouts de pain. La marraine, toute heureuse du succès de la campagne ici, a dû ajouter des fiches supplémentaires tellement que les femmes en réclamaient. Comme vous venez de le voir, après Bunzi, Oando et Ngoko, la marraine de l'Organisation des femmes du Congo dans ce département de la Cuvette, a mis le cap sur Makwa, toujours dans ce cadre de la campagne d'adhésion à cette organisation affiliée au Parti congolais du travail. Découvrons l'ambiance qu'il y a eu hier à Makwa. La marraine de l'Organisation des femmes du Congo dans la Cuvette a mis le cap sur Makwa, une localité qui regorge un potentiel gisement des membres susceptibles d'adhérer à cette organisation affiliée au Parti congolais du travail. À son arrivée, Olga, Ingrid, Ghislaine et Babakas a été accueillie par cette foule en liesse, impatiente de pouvoir adhérer à l'OFC afin de contribuer à l'éventuelle réélection du candidat de la majorité présidentielle. C'est ainsi que Ghislaine, Olga, Ingrid et Babakas, dans le cadre de cette campagne d'adhésion, a distribué des fiches à ces femmes pour pouvoir être membres de cette organisation. L'effectif de l'Organisation des femmes du Congo, un organe affilié au Parti congolais du travail dans ce département de la Cuvette, ne fait qu'augmenter. Ingrid, Olga, Ghislaine et Babakas continuent ainsi son périple pour convaincre les indécis avec des mots justes et simples. Après Makwa, la marraine est attendue à Oyo dans le cadre toujours de cette campagne d'adhésion à l'OFC. Et puis la radio trans-équatoriale, c'est le nom de la nouvelle radio qui vient de voir le jour au Congo et notamment ici à Brazzaville. RTE se veut être la première radio d'information des deux Congos. Elle émet à travers la fréquence modulée 91.3 MHz. C'est le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézé-Mungala, qui a lancé officiellement les activités de cette chaîne en présence du président du Conseil supérieur de la communication, Philippe Mvo. Morel Mabélé, Chanel Kifou. Un nouveau-né dans le paysage audiovisuel congolais. Il s'agit de la radio trans-équatoriale RTE. Elle émet depuis Brazzaville à travers la fréquence 91.3 MHz. C'est le ministre de la Communication, des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, qui a procédé à l'ouverture officielle de la radio trans-équatoriale, en présence du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo. La présentation technique de cette radio a été faite par son directeur, Freddy Kebano. La particularité de la RTE, c'est qu'elle transmet ses signaux à travers la fibre optique, ce qui justifie la qualité impeccable de son son, même au-delà de nos frontières. La radio trans-équatoriale, la première radio d'information des deux Congos, a plusieurs correspondants à travers le monde. Au cours de cette cérémonie, Joseph Bitalabitemo, enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi, a fait une leçon inaugurale. Il veut que la radio trans-équatoriale soit une fossile d'or de la presse congolaise. Et pour y arriver, il a prodigué quelques conseils aux jeunes journalistes.
Le promoteur de la radio trans-équatoriale, Adrien Ouahi-Lewi, a indiqué qu'ils ont la passion d'informer sans passion. Avec la digitalisation de la radio trans-équatoriale, d'ici la fin de l'année 2021, nous solliciterons les autorisations du Conseil supérieur de la liberté de communication et du ministère de la Communication et des médias pour couvrir les villes de Pointe-Noire et de Lizy. C'est possible avec la fibre optique. Le journaliste, on le sait, n'est pas un auxiliaire de justice, ni un juge, ni un procureur, encore moins un avocat. Il doit informer dans le strict respect du débat contradictoire. Voilà, mesdames et messieurs, la touche que notre radio va apporter à la jeune démocratie congolaise. Le correspondant de la RTE en RDC a même témoigné que cette radio est écoutée au-delà de Kinshasa, qui a une superficie de 9 965 km² avec plus de 12 millions d'habitants. Et puis mettre à la disposition des fédérations sportives la note de service portant fixation des axes prioritaires du cadre de suivi et évaluation pour la saison sportive 2020-2021. C'est la raison pour laquelle la Direction générale des sports et les vice-présidents des présidents chargés du développement des sports des fédérations sportives se sont retrouvés. Le point dans ce reportage de Donald de Goma et Odvarez Dalia. De ces axes prioritaires comptant pour la saison sportive 2020-2021, l'on peut retenir entre autres le respect des protocoles sanitaires transmis à la Direction générale des sports pour garantir la santé des sportifs, la restructuration des ligues, la formation des cadres administratifs, techniques et athlètes, la vulgarisation des disciplines sportives et la promotion des compétitions des jeunes. Et les deuxièmes vice-présidents chargés du développement des fédérations sportives nationales ont, au cours de cette séance de travail, émis quelques propositions allant bien évidemment dans le sens de l'amélioration. Mais qu'attend concrètement la Direction générale des sports après la vulgarisation de la note de service portant fixation des axes prioritaires et du cadre de suivi et évaluation pour la saison sportive 2020-2021? De ces différentes fédérations, nous sommes en train d'attendre un nouveau management. Il faudra que nous puissions, dès le départ, nous convenir de la manière de travailler. Parce qu'à la fin de chaque saison sportive, il y aura une évaluation qui sera faite. Et cette évaluation prendra en compte les éléments qui ont été décidés par les fédérations elles-mêmes et aussi les actions qui ont été identifiées par le ministère en charge des sports et qui font office d'orientation. Il est à noter qu'à la fin de la saison sportive 2020-2021, la Direction générale des sports procédera à l'évaluation des activités par classification. Voilà, c'est par cette séance de travail entre la Direction générale des sports et les vice-présidents chargés du développement des fédérations sportives que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir été avec nous, mais l'information continue sur la chaîne du Bassin du Congo. Tout de suite après ce journal, vous suivrez en partie magazine la pose de la première pierre de construction des hôtels des impôts dans le département de la Lékoumou et notamment à Sibiti par le Premier ministre du gouvernement Clément Mwamba. On se retrouve ce samedi pour un autre point de l'actualité du jour.